مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية التي تتطرق إلى مسجد باريس. معنا سي صادق سلام، مرحبا. معنا سي Bernard Godard, bienvenue. Merci. Nous avons abordé lors du premier épisode des questions fondamentales sur ce qu'est les différents aspects de l'islam en France, notamment les aspects sociaux, d'organisation, d'éducation, des différents franges, enfin différents segments d'éducation. On a parlé d'islamologie, on a parlé de théologie, on a parlé de formation des imams et de la formation religieuse d'une manière générale, de la culture religieuse des jeunes musulmans. Alors, moi, je pose la question, pourquoi ces aspects-là, l'islam est présent en France depuis plus d'un siècle, pourquoi ces aspects-là, aujourd'hui, en 2022, posent encore des questionnements en termes de propositions, en termes d'institutions et en termes de financement. M. Godard? Non, mais l'islam est arrivé, bon, depuis un moment, il y a ces relations que l'islam a avec la France depuis déjà, depuis très longtemps, mais il s'est installé plus durablement à partir des années 70, et ensuite, bon, on arrive jusqu'à aujourd'hui, 2022, mais il faut bien dire que autre chose est arrivé, mais à toutes les religions, et pas simplement à l'islam, hein, et en particulier dans les pays occidentaux, bon, en France, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, bon. Vous savez que, par exemple, cette année, on a eu un sondage qui a dit que pour la première fois, 51% des Français se disent athées. Alors, c'est un bouleversement parce qu'on était en dessous. Là, on est plus de la majorité des Français dans les sondages, hein, qui disent qu'ils sont athées. Alors, c'est intéressant. Et donc, on s'aperçoit, maintenant, l'Église catholique elle-même, elle se dit, on vous dit que c'est entre 30 et 37% des Français. C'était 90% en 1950, 70% encore en 1960, 70. Donc, si vous voulez, il y a quand même une perte de l'évidence religieuse. Ça, c'est une donnée avec laquelle on est obligé de faire. Et que, bon, bah, les musulmans, l'islam arrivent, essaient de se structurer, est encore en retard, effectivement, par rapport à la manière d'éduquer les jeunes, etc. Donc, l'islam aussi subit un petit peu, quelque part, en France, hein, en tout cas, chez les jeunes générations, cette espèce de non pas désislamisation, parce qu'il y a quelque chose, mais de cette absence de tradition, de transmission de la religion par la famille, par les proches, par une certaine tradition, etc. Bah, c'est plus là tellement. Bon, je ne vais pas dire en détail comment, effectivement, selon les générations, cette évidence religieuse a pu disparaître. Et ça a été fait au bénéfice, effectivement, de nouveaux d'acteurs qui ne sont pas forcément des gens forcés. On ne va pas parler longuement de fondamentalistes, etc. Mais ça touche toutes les religions, hein, y compris. Vous voyez, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vais comparer avec les catholiques, certaines communautés catholiques que je connais qui sont à Paris, par exemple, qui étaient d'origine des Antilles. Moi, j'ai vu des églises se vider littéralement pour aller remplir un temple évangélique un peu plus haut. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le temple évangélique, c'est pareil. C'est que vous allez affirmer votre foi, la croix, le Christ, etc. Qu'est-ce que c'est? Nous voulons effectivement quelque chose qui nous fasse affirmer notre foi, notre identité. Nous voulons quelque chose qui nous donne de l'émotion. Nous voulons quelque chose qui nous dise qu'on est raccroché à un ensemble qui nous parle. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas la même chose pour l'islam, bien sûr, mais c'est vrai que les parents, et en particulier les parents aujourd'hui qui sont souvent nés, par exemple en France, mais qui n'ont pas eu une éducation, ils se disent, bah, la mosquée au moins, ça va être l'endroit, ils vont apprendre l'arabe. Alors c'est un mélange, je ne sais plus très bien, là on pense que l'arabe c'est intimement lié à la religion, et ben, il faut... Bon voilà, et on se dit, bon voilà, c'est le lieu où ça va se passer. Et là, c'est vrai, on n'est pas encore, les structures, l'ensemble des structures éducatives ne sont pas forcément à la hauteur. Moi, j'ai vu pas mal de ce qu'on appelle des écoles, alors à tort, des écoles coraniques, ce ne sont pas des écoles coraniques. C'est des lieux d'enseignement où effectivement on enseigne les rudiments du Coran, il y a un petit peu il y a de la langue arabe, hein, effectivement. Bah, là, si vous voulez, c'est de niveau très inégal.
hein, et c'est un sujet dont ne se sont pas emparés, à mon avis, et ça, c'est pas bien, c'est grave, la plupart des notables religieux, et c'est un sujet où il faut y mettre le nez, quoi. Il faut voir un petit peu aider ces mosquées, ces gens-là. Et là, ça fait partie des exigences qui sont pas des choses qui ne sont pas trop précises. Mais pour revenir à la question de, si vous voulez, de la place des religions, il se trouve que l'autre phénomène qui est particulier à l'islam, c'est que, bon, moi j'ai assisté depuis 1979-80 un petit peu à l'impact qu'ont eu le géopolitique, en particulier le terrorisme et tout. Bah, on peut dire oui, c'est toujours, ça a commencé dans cette période-là, et puis ensuite ça a continué. Non, il y a eu des périodes bien précises. Sans rentrer dans les détails, je dirais que par exemple, c'est en 1977, le Figaro Magazine qui publie un dossier sur l'immigration. Et à l'époque, c'était nouveau. Il disait, mais vous savez, c'est tous des musulmans, etc. Ce n'était pas dit comme ça. Il n'y avait pas du tout d'islamophobie à l'époque aussi caractérisée ou caractéristique que ça va l'être après. Mais comme ça, on a quand même, voilà, on a dit dans l'émission précédente, où effectivement, on parlait que c'était un phénomène social, donc l'islam n'était pas prégnant comme pour la manière d'aborder les problèmes de population qui étaient majoritairement musulmanes. Il va falloir attendre un peu. Donc du coup, si vous voulez, tout est venu en même temps, et donc les musulmans eux-mêmes alors il y a eu des notables, des petits notables qui sont apparus, des Chibani qui, eux, effectivement, des gens vraiment qui ont donné de leur sang, de leur foi, vraiment, qui ont fait un travail remarquable par rapport à la construction des mosquées, par rapport à l'aménagement d'un certain nombre de lieux. C'est une histoire. Mais après, effectivement, si on tient il y a eu cet aspect, on va dire que l'aspect, y compris de la part des pouvoirs publics, de favoriser, d'aider un petit peu le culte musulman à s'établir, ça s'est bien passé, contrairement à tout ce qu'on pourra dire. En 2004, il y a eu un rapport du Conseil d'État qui a même dit, Conseil d'État, c'est un rapport sur la laïcité, qui a dit, ah ben écoutez, pour les musulmans, il faut un petit rattrapage parce que quand même, ils sont nombreux, etc. Enfin, c'est les conseillers d'État qui disent ça, c'est pas rien, hein. Il y a eu un organisme qui était pour l'intégration, qui était pour l'intégration générale, qui était comment dire, dirigé par Roger Faurou, hein, Le Haut Conseil, oui. du Haut Conseil d'intégration. Enfin, c'est une période, effectivement, où on dit, mais finalement, limiter l'islam sous des prétextes laïcards, entre guillemets, c'est en même temps ne pas permettre aux immigrés de s'intégrer. Donc, il y avait quand même des précautions qui étaient prises par rapport à la région musulmane, et la plupart des mairies, d'ailleurs, favorisaient l'installation d'une mosquée. Moi, j'ai vu qu'une adjointe de la mairie de Rennes qui m'a dit en 85, mais oui, mais on a aidé à construire la mosquée, et puis on faisait les comptes à la mairie, mais nous, on ne regardait pas de très près, mais je vous rendez compte, vous étiez en train de favoriser. Donc, vous voyez, c'était quand même, je dis c'est bon enfant. Oui, c'était bon enfant dans le sens, bon, voilà, bon, il n'y avait pas de problème. Et puis, les problèmes ont compensé à part ça. Et puis, il y a le terrorisme, c'est-à-dire, pas le terrorisme, la radicalisation, non pas des jeunes, les jeunes en 85, le premier, ça va venir à partir des années 90, pas les années 80. Les jeunes ne sont pas engagés dans le terrorisme ou dans la violence. En tout cas, si vous voulez, ça c'est prégnant. Et l'opinion publique, c'est l'opinion publique. Vous pouvez avoir des actions publiques, vous pouvez avoir les différents organismes, y compris les autres religions, qui sont tout à fait là, qui ont aidé en général. Je ne connais pas une religion qui ait voulu sanctionner l'islam, quoi. Mais l'opinion publique, un certain nombre d'organes précis avaient effectivement déclaré la guerre. Pas tous, il ne faut pas aussi exagérer. Mais bon, si vous voulez, ça a été un état de fait. Bon, et voilà, comme ça a enflé, ça a enflé. Ensuite, il y a eu on va dire, moi je l'appelle l'identitarisme, pas l'identité. Oui, j'en prie. Ouais, l'identitarisme, c'est-à-dire, moi l'identité, comme je dis, je connais bien, par exemple, la communauté mouride du Sénégal. Ils ont une forte identité musulmane, ils ont des repères, bon, ils sont ingénieurs, médecins, etc. Et je leur dis, mais non, mais vous avez plusieurs identités. Une identité de Sénégalais, une identité de Français,
parce que vous êtes franco-sénégalais, une identité de musulman et de mourine, mais plus vous avez d'identité, plus vous êtes riche. C'est pas ça. Donc l'identitaire dans le sens, oui, on peut interpréter le mot, mais c'est l'identitarisme, c'est quand vous voulez affirmer votre identité contre l'autre. Et c'est là que ça ne va plus. Et là, c'est vrai que, bon, il y a eu des... Alors, est-ce que effectivement, ça a monté en croissance, etc. Bon, c'est vrai qu'en même temps est venu à partir des années 90 les phénomènes terroristes. Bon, alors je ne vais pas évoquer toutes les vagues qui ont eu lieu. Bon, et puis on en est venu aux années 2010, 2012. Et si vous voulez, c'est vrai que, bon, maintenant, c'est très difficile parce qu'il y a un phénomène déterminant qui s'est passé en 2015. C'est que moi, je peux vous dire qu'il y a une proportion de gens qui, auparavant, par rapport à l'islam, étaient en même temps très critiques, ils pouvaient être très critiques, etc., mais avaient quand même toujours l'élan, la générosité, d'aller, de dire oui, mais non, il faut comprendre, etc. Bon. Et donc, ce qu'on appelle les positions un peu laïques extrêmes, laïcards, comme on dit, elles étaient circonscrites dans les cercles qu'on connaît, enfin circonscrites, elles avaient beaucoup d'adeptes, mais circonscrites dans des cercles bien identifiés, y compris dans les milieux de gauche, etc. Et 2015, c'est quand même un tsunami. 2015, les attentats de 2015, j'ai vu des gens, moi, qui, effectivement, ont été ébranlés dans leurs convictions, y compris des sociologues, des scientifiques, mais quand même, par rapport à la religion musulmane, etc. Mais oui, mais comment ça se fait? Les gens ne réagissent pas. Je leur dis, mais non, mais attendez, vous vous trompez. Vous ne voyez pas le travail que font les imams des mosquées, que font la plupart beaucoup de responsables musulmans, d'expliquer, de combattre. Ils sont les premières victimes de tout ce qui arrive. Mais vous avez beau discuter. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, il y a eu le départ de ces jeunes, etc. Bon, et puis ce retour Daesh, comme vous voyez. Mais ça a créé quand même une coupure profonde dans la société française. Ça a créé aussi alors, l'indécision, c'est-à-dire, je ne vais pas reprocher au président Macron ou à d'autres, mais le pouvoir actuel qui ne confondait pas auparavant tout ce qui était du domaine sécuritaire, du domaine terroriste, etc. Et puis, dans le discours en tout cas, même si on pouvait dire, attendez, bon, on est sécuritaire, le domaine sécuritaire du domaine, si vous voulez, de l'installation de la religion musulmane au sein de l'espace public français. Là, maintenant, on est sur des ambiguïtés. La loi de juillet de l'année dernière, 2021, bon, qui a des bons aspects sur la réforme, par exemple, de la loi 1905 sur l'organisation des associations, des associations cultuelles. Il y a des bonnes choses, il n'y a pas forcément... mais elle a confondu en parlant de séparatisme. Alors, on dit, mais quoi, c'est des mosquées qui marchent mal, c'est des gens qui sont communautaristes, c'est des gens... Alors, si vous voulez, il y a une espèce de confusion. Hein. Et puis en même temps, alors, c'est la fameuse histoire de la radicalisation. C'est-à-dire que les gens se radicalisent. Alors, d'ailleurs, c'est devenu un mot dont on ne comprend plus très bien le sens, radicaliser. Quand vous allez aux États-Unis, en Angleterre par exemple, vous dites radicalisé, ah, il est devenu violent. C'est ça que ça veut dire. Hein. Radicalization, ça veut dire c'est quelqu'un qui est passé à la violence. Par exemple, bon, vous avez. Et ça ne concerne pas simplement le djihadisme, ça concerne l'extrême droite. En Allemagne, il y a 15 jours, ils ont arrêté un réseau qui allait faire un coup d'État. C'est pas rien. Bon, c'est des gens radicalisés. Ce sont des gens qui sont venus d'extrême droite, etc. Donc, du coup, c'est un phénomène à traiter comme un phénomène criminel, entre guillemets. Et puis voilà. Mais en quoi ça a quelque chose à voir? Donc, on a voulu lire les événements en disant, s'ils sont radicalisés, c'est parce que l'islam contient des éléments. Donc, bon, alors c'est peut-être mauvais, c'est pas le bon islam, etc. Mais c'est un petit peu le mot, bon, je fais référence à un politologue, c'est la radicalisation de l'islam. Vous avez abordé, M. Godard, beaucoup d'aspects. Oui. Beaucoup d'aspects. Je vais vous poser quelques questions par rapport à ces aspects-là. C'est vrai qu'on a parlé de radicalité, on en parlera, mais on a parlé d'identitarisme, Oui. et donc finalement de ce reflux identitaire de
musulmans qui peut-être ont dans leur souvenir cette idée que l'assimilation veut dire l'abandon de leur religion ou la difficulté d'intégration fait qu'on se rattache à une identité ou en tout cas à une communauté, à une solidarité de communauté. On a parlé de social. Donc voilà, comment vous appréciez aujourd'hui la difficulté finalement de l'appréciation de ce qu'est l'islam en France par parfois les musulmans qui justement parfois se radicalisent à petite proportion malgré tout et aussi par l'opinion publique, je dirais, des autres Français non musulmans vis-à-vis de la question de la religion musulmane. Alors, sur l'aspect identitaire, il y a un événement majeur que les médias et les pouvoirs publics de l'époque ont décidé d'appeler Marche des Beurs. Alors que le mouvement, les organisateurs, par les enfants d'immigrés, l'ont appelé Marche pour l'égalité. C'est quand même un distinguo. Il posait un problème d'essence sociale. Or, comme ça coïncide, alors on est en 83. 83, oui. C'était le tournant libéral. Ah oui. Le tournant libéral qui a amené Chevènement à démissionner, où ça faisait découvrir de sérieux problèmes d'intégration de jeunes qui étaient français, nés en France. Donc, c'est des problèmes d'essence sociale. Et moi, je suppose qu'on a voulu lui donner une dimension identitaire pour justifier la démission dans le traitement des problèmes d'ordre social. C'est quand même, c'est pas les organisateurs de l'époque qui ont appelé Marche des Beurs, parce que Beurs, c'est déjà identitaire. Et depuis cette époque, on n'est pas sorti de ce cadre-là où on utilise, vous savez, ça a déjà servi du temps des Omeyyades, hein. C'est pas nouveau. Quand on utilise un problème théologique pour justifier la démission de l'État, c'est l'épître célèbre de Hassan al-Basri à Abd al-Malik ibn Marwan, l'un des plus grands souverains omeyyades. C'était le débat sur le qada ou le qadar. C'est Mektoub. Or, parce qu'il parlait librement avec Abd al-Malik ibn Marwan, ils ont étudié ensemble. Mais il n'avait pas peur de lui dire « Il a Amir al-Mu'minin aslahahullah ». Si on dit ça à un monarque arabe aujourd'hui, on se trouve à Tazmamart. Aslahahullah, ça veut dire qu'il est perfectible. Il faut lui dire qu'il est parfait. Il lui a dit, entre ce que Dieu décide et ce que vous avez refusé de faire, il y a une grande différence. Donc, n'utilisez pas le qada ou le qadar pour justifier vos propres démissions. Et pour moi, c'est à peu près la même chose. Quand on se met à incriminer l'islam uniquement parce que le Parti socialiste a décidé de choisir l'Europe, Mitterrand, qu'est-ce qu'il a dit? On a le socialisme derrière nous et l'Europe, notre horizon. Mais il reste que Mitterrand il fluctuait dans son socialisme, il restait républicain. C'est quand même lui qui a chapitré Joxe, il lui a dit il nous faut des musulmans lors de la prochain vœu pieux. Et ensuite, on a tous les ministres, quand on se souvient de ce qu'a écrit Chevènement après la guerre du Golfe, le vert et le quoi? Ah, je ne m'en rappelle plus. Oui, le vert, c'est l'islam, les frères musulmans. Ouais. C'est lui qui a amené les frères musulmans au ministère. Ou il les a ramenés parce qu'ils étaient déjà dans le Corif, parce que il agissait en républicain, il n'avait pas de préférence idéologique. C'est ça la grande différence entre le républicanisme et une politique qui fait des concessions. Et malgré tous les travers, les difficultés dues à un moment, on a eu l'impression que chaque ministre voulait avoir ses musulmans préférés, fait appel à d'autres, notamment Pasqua, puis Debré, puis... Chevènement a fait venir tout le monde. Et il leur a fait signer, si vous voulez, quand on dit la charte des imams, il faut signer une nouvelle charte. Il y en a une demi-douzaine depuis 25 ans. De quoi? De chartes? Oui. Enfin, il y en a surtout 4 importantes. Mais... Oui, et puis sur les imams, là, le conseil des imams. Ah, le conseil des imams, alors là... Oui. C'est toujours eu 2 ou 3 organismes depuis 30-40 ans qui essayent de...
Donc, ça sert un peu, c'est à finalité politicienne, quoi. Alors que si on veut, il est certain qu'un musulman qui vient au ministère de l'Intérieur, il n'est pas là pour réclamer la République islamique ou la charia. C'est des gens qui sont adaptés, qui ont la nationalité, qui ne demandent qu'à passer inaperçus. Et d'ailleurs, je pense que c'est depuis les actes terroristes que dans les sondages, il y a beaucoup de gens qui se disent athées. Ils essaient de passer inaperçus. Or, moi, je connais surtout ceux qui optent pour l'islam mystique. Moi, je connais des gens qui m'appellent. J'ai passé une semaine, justement, à Istanbul. Istanbul qui est la destination des voyages pieux. Oui. Parce qu'il y a la tariqa Naqshbandiya, qui est très accueillante pour les jeunes qui parlent que français, etc. Or, ces jeunes qui choisissent le mysticisme, ils peuvent très bien dire à un enquêteur, je suis athée, alors foutez-moi la paix. Mais il reste un problème islamo-musulman. Parce que là, on a les médias, l'opinion, les préfets, les sous-préfets, le BCC, etc. Et pour moi, il y a un problème musulman si on tient compte des grandes réalisations. Par exemple, on a l'émission islamique, Connaître l'islam, qui a précédé l'organisation de l'islam. C'est un ordre de mission de Mitterrand à Jacques Berck qui a mis en place, alors que les instances islamiques étaient en rivalité, ils ont accepté de travailler ensemble pour faire une émission islamique. Or, après, elle a évolué parce qu'elle s'est destinée à instruire sur le plan religieux un islam familial qui n'a pas d'autre moyen de s'instruire. Et quand elle avait un quart d'heure, je crois qu'elle remplissait à peu près son contrat. Or, en mai 2016, nous avons une émission avec un général algérien, un major éradicateur, et un ancien membre du HCE éradicateur. Et on a appris que le producteur de cette émission était le protégé de longue date du général qui l'a invité. Et ce général a demandé l'asile médiatique à cette petite émission quand il n'a pas pu répondre à certaines révélations fracassantes dans les médias algériens en 2016. Et donc, voilà une émission qui fonctionnait à peu près bien, et puis après, elle connaît une dérive, et en ce moment, il y a beaucoup de gens, moi j'ai rencontré un vieux monsieur cheveux blancs avec sa femme française dans un marché du 18e, et ils m'ont dit, mais on ne vous voit plus à la télévision. Moi j'ai arrêté en 90, et ils m'ont reconnu. Peut-être que je n'ai pas beaucoup changé, mais ils m'ont dit, au moins vous parliez de religion. Mais en ce moment, on nous parle de laïcité, on nous parle de terrorisme, mais pas de religion. Donc c'est pour dire que quand on confie un projet à des musulmans, après, il y a de vrais problèmes. C'est la capacité des musulmans à travailler ensemble. Il y a une autre réalisation, alors là, que je n'attendais pas du tout, c'est la création des aumôneries militaires. Moi j'ai des archives de 57, de 48, refus total, mais on a une quarantaine d'aumôniers militaires qui cherchent à élever le niveau de recrutement. Et l'état-major, qui est très respectueux de la laïcité, parce qu'ils ont sur le commandement, sur le rapport entre les religieux et les militaires, ça c'est eux qui l'enseignent, et les contenus de foi, l'état-major leur a dit il faut que ce soit des musulmans qui enseignent ça. Or, aucun institut de mosquée n'a donné satisfaction dans ce domaine-là. Et ce qui fait que l'aumônier national qui s'est retiré l'an dernier, il a fini par s'adresser à la 5e section de l'école pratique des hautes études. Oui, c'est l'islamologie, ce n'est pas des sciences islamiques. Oui, mais non, parce qu'il a été à Lyon. Oui, je sais. Il a été à Lyon et il a trouvé un très beau bâtiment, mais pas d'enseignement. Parce qu'il a lu dans le Progrès de Lyon qu'il y a un institut. Mais il y a le bâtiment, mais il n'y a pas de... Mais voilà le problème qui se pose, c'est que l'enseignant de l'école pratique leur a dit, quand vous venez ici, vous oubliez que le Coran est une révélation. Alors qu'il dirige la prière. Donc voilà la carence des instituts musulmans qui conduit à des absurdités comme ça. Justement, et il y a le troisième point, grande réalisation
dont il faut parler pour expliquer pourquoi elle n'a pas marché, c'est la fondation des œuvres de l'islam de France. Parce que, vu d'en bas, l'islam d'en bas, comme pour paraphraser Rafrahin, tout le monde était vraiment euphorisé par l'organisation de l'islam, surtout la création des CRCM, parce que vous avez des municipalités qui étaient contre les mosquées. Grâce aux CRCM, aux déclarations ministérielles, eh ben, ils acceptent de favoriser les mosquées, ils leur donnent un euro symbolique. Et donc, on s'attendait à deux choses. Le financement, trouver une solution intelligente au financement du culte musulman dans un État laïque. Deuxièmement, l'enseignement de l'islam. Donc, la FOAF, créée par Dominique de Villepin, c'était destiné à assurer le financement des projets acceptables à la fois éducatifs, caritatifs, etc., mais dans la transparence. Or, Dominique de Villepin a écrit à tous les donateurs potentiels. Et là, moi, on me fait des révélations jusqu'au mois dernier. Comment le secrétaire général d'une grande fédération est parti dans le plus grand secret dans les Émirats. Il leur a dit, ne donnez pas un centime à cette fondation. Et ensuite, maintenant, elle est, je ne sais pas quelle est, depuis la création de la FIF, la FOAF, on n'en parle pas. Non, mais elle n'existe plus. Oui, mais elle n'a jamais fonctionné. Elle a les membres de son bureau qui étaient cooptés. Et ils ont eu, je crois, 2 ou 3 millions d'euros d'assaut. Je crois que ça a été renvoyé à l'expéditeur, puisque ça n'a pas été utilisé. Ah non, ça a été carrément... non, il a voulu retirer, Dassault a voulu retirer. On lui a dit non, vous laissez le minimum, c'était 1 million. Et ce million d'euros a été remis dans la fondation, qui est la nouvelle fondation. C'est ça. Et moi, je me trouve, parce que je termine avec ça, je me trouve invité par BFM 10h du soir au moment de l'annonce de la création de la FIF. Ouais. Bon, donc heureusement, parce que je n'avais que le journal du dimanche, où tout ce qu'il a écrit était faux. 1 ou 2 coups de fil, j'apprends que le ministère dit maintenant il faut la FIF pour les projets culturels, mais il y avait un projet de foi, fondation des œuvres de l'islam, pour le côté purement culturel. C'est les grandes mosquées qui étaient tenues. Alors, jusqu'à maintenant, je crois que ça n'existe pas. Non, parce qu'on parlait tout à l'heure de social, de culturel. S'il y avait un fonds commun qui recueillerait les dons, les successions vacantes, etc., et il y aurait beaucoup plus de moyens que les dons de Zakat al-Fitr, des sommes modiques. Donc, il y a un vrai problème. Et puis, il faut ajouter le rejet par la famille Boubaker du plan Dumas de 1992. Dumas, ministre des Affaires étrangères, a proposé, et avec l'accord de Mitterrand, 20 millions de francs à l'époque, c'est à peu près l'équivalent de 3 millions d'euros, de budget annuel à un institut musulman de France basé à la mosquée, mais séparé de la mosquée et de la société des Habous. C'est la famille Boubaker qui a refusé ça. Justement. Et donc, il y a un vrai problème, parce que des responsables musulmans, à partir du moment où ils sont reçus au ministère, ils sont filmés à la sortie, ils considèrent qu'ils sont les représentants, ils n'ont pas besoin d'être... Très bien. Justement, ça pose la question de finalement, l'autonomie du financement du culte, enfin, voilà, des affaires cultuelles, de l'enseignement des imams en France, notamment, du type d'enseignement qui est promulgué, hein, c'est ce qu'on avait commencé à débattre la dernière fois, et finalement de l'intervention d'acteurs extérieurs sur ces aspects-là de financement et ensuite de contenu pédagogique. Donc aujourd'hui, si on devait remettre à plat ces questions-là et dire, allez, je repars d'une feuille blanche en disant, il y a un certain nombre de musulmans en France qui ont une capacité à organiser aussi, à
organisé, comme ça existe dans certaines communautés. Vous avez parlé du MZAB, mais c'était des pratiques qui existaient aussi par ailleurs, comme ça existe aussi pour un certain nombre d'associations qui s'organisent pour mettre en place un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Comment vous voyez aujourd'hui cette nouvelle forme d'organisation et quel est le rôle finalement des anciennes formes d'organisation? On a parlé de la mosquée de Paris, il y en a d'autres formes d'organisation pour pouvoir justement faire en sorte que ces anciennes formes d'organisation ne soient pas symboliques ou peut-être vues comme vous dites, le monopole d'un certain nombre de notabilités ou voire le monopole d'un certain nombre de perceptions politico-religieuses, voire diplomatiques, mais plutôt sur la réalité sociale des musulmans en France. Les musulmans en France, d'abord, la majorité, c'est issus d'un prolétariat, donc leurs moyens, ils n'ont que leur foi et leur intelligence pour gagner des diplômes. On nous parle d'islam consulaire. Leurs moyens, les musulmans, sont nettement inférieurs aux moyens étatiques. On parle d'islam consulaire, ça veut dire que ça se règle par des attachés de consulat. On aurait eu de meilleurs résultats s'il y avait des négociations interétatiques. On a une multi-étatisation du culte musulman choisie dans les années 80, mais ça aurait pu être normé. Et par exemple, dans les négociations, chaque ministre qui va, par exemple, d'un pays comme l'Algérie, on parle de cette affaire. Mais on se contente de dire il faut mettre la mosquée à l'abri des intégristes. À l'époque, c'était le pauvre Youssef Leclerc que Pasqua a dit on a réussi à maintenir la mosquée à l'écart. Youssef Leclerc, je le connaissais, je n'avais pas l'impression que c'était un intégriste. C'était un converti, très littéraliste, mais franco-français. Hein. Il avait une sorte de jactance héritée du Nord, etc. Et alors, au lieu de l'État algérien, c'est un État sérieux, solide et sérieux, qui a une cinquantaine d'universités et d'instituts islamiques, au lieu d'envoyer des imams CCP qui n'ont pas le bac, on aurait pu envoyer des profs spécialistes de l'islam. On n'en a jamais envoyé. Et on veut maintenir le monopole d'une direction des affaires religieuses. Donc ça veut... j'ai eu des réponses effarantes avec des décideurs, comme on dit. Quelqu'un m'a dit l'éducation des musulmans français, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est l'État français n'a qu'à se débrouiller. Ça veut dire qu'il ne veut pas participer à la prévention de la radicalisation. L'Algérie a une élite qui peut faire l'objet de détachement. Maintenant, on a libéralisé un peu les visas. Ils peuvent être beaucoup plus efficaces que les imams arabophones unilingues qui viennent enseigner, prétendent former des imams français et ils repartent au bout de 4 ans. Moi, je dis que l'université de Blida a une antenne à El Afroun, études islamiques très sérieuses. Si on détache des enseignants de cet établissement pour l'université de Constantine, on aurait avancé. D'ailleurs, Villepin a été à l'université de Constantine à l'époque, je me souviens. Moi, j'ai rencontré le recteur qui est venu à un colloque après. Il m'a dit, Dominique de Villepin nous a fait un très beau discours, il a dit on va se concerter, et puis rien du tout. Après, il a pris le changement de majorité. Donc, il y a eu, les idées ne manquent pas. Mais Jacques Merck, à l'époque, a dit, il a cité le mot latin, le fiat. Il y a beaucoup d'idées, mais à un moment, il faut réaliser, passer à l'étape réalisation. Donc, dans les archives, on trouve des tonnes de brainstorming, d'idées, mais après, il faut étudier les raisons qui font que ces idées n'aboutissent pas. Parce que s'il ne s'agissait que de prières, de ramadan, de départ au pèlerinage, ces problèmes peuvent être réglés en 3 vendredis successifs. Or, ça fait un siècle. Ça veut dire qu'il y a d'autres ingrédients qui s'appellent les usages du religieux à d'autres fins, et pas seulement les usages à des fins politiques par l'islam politique. Il y a des usages laïques de l'islam à d'autres fins. Et une étude politique aussi. Oui. Donc, justement, vous me tendez la perche pour interroger monsieur, justement, Bernard Godard sur
l'enseignement sur le fait que l'islam consulaire est perçu comme finalement une intervention à l'extérieur de la France sur une réalité française. Certes, il y a des interactions entre la pensée musulmane en France et bien évidemment dans d'autres pays musulmans, mais est-ce que finalement ce n'est pas, et vous avez évoqué tout à l'heure, des raisons de cette difficulté à prendre en charge l'islam en France, certaines raisons, est-ce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de pallier à ces difficultés-là pour pouvoir dire il y a des questions importantes à prendre en charge en France sur l'enseignement de l'islam, on parlera ensuite de la radicalisation, mais en tout cas sur un certain nombre de sujets qui font qu'aujourd'hui, il y a des lacunes que vous avez énumérées tout à l'heure qui créent des réalités et sociales et politiques difficiles. Si vous voulez, le nombre de cadres en général, hein, quand je dis du cadre, ce n'est pas simplement les imams eux-mêmes, mais tout ce qui éventuellement correspondrait à une hiérarchie telle qu'elle existe dans les pays musulmans, mais aussi des enseignants, etc., tout un personnel religieux hein, qui fait parfois défaut, qui n'est pas bien organisé pour encadrer tout ça. Ça, c'est une chose. Alors, moi, il y a une chose que je remarque, parce que comme j'enseigne à la mosquée de Paris, donc je vois bien, à force depuis quelques années, c'est quand même important. Dans le fond, que vous alliez à Kuala Lumpur, à Médine ou à la Carouine, c'est enseignement en arabe. Alors, effectivement, on peut dire oui, effectivement, il faut qu'il soit francophone, etc. D'accord, bon, mais dans le fond, il faut d'abord des gens qui possèdent vraiment les sciences et l'ulum al-islamiyya, bon, mais vraiment qui les dominent, qui les contrôlent, qui aient été formés eux-mêmes, qui aient été recrutés, etc. Et là, le problème qu'on évoquait, est-ce que les deux structures qui existent aujourd'hui en France, c'est-à-dire l'université, l'Institut Razali de la Mosquée de Paris et l'Institut qui est dans la Nièvre, qui s'appelle l'Institut européen des sciences humaines, qui est effectivement, qui a une annexe dans le nord de la banlieue parisienne. Ce sont les deux seuls instituts qui effectivement, ils produisent, effectivement, ils sortent, entre guillemets, un certain nombre d'imams depuis 20 ans. Enfin, de toute façon... L'Institut Razali, 0 imam. Hein? 0 imam. Oui, ça veut dire qu'il y a... L'Institut de l'UF, oui, il y a des imams qui dirigent la prière. Ah, mais pas tant que ça, pas tant que ça. C'est-à-dire depuis 93, hein, c'est ouvert en 93, l'IESH. Oui. Donc, du coup, le nombre d'imams qui se réclament, mais c'est quelque chose. En revanche, c'est vrai, l'IESH, quand je vois un certain nombre de gens, reconnaissent qu'ils ont été formés religieusement, éventuellement. Je prends Bajrafil, par exemple, qui était formé aux Comores. Ils font une année de formation complémentaire à Boutelouin dans la Nièvre, là où est l'IESH, où j'assure un séminaire chaque année d'ailleurs. Si vous voulez, c'est quand même, c'est pas brillant, ou c'est mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la peine de faire des instituts si jamais on ne sort pas des imams. De la même manière qu'à la mosquée de Paris, à l'Institut Razali, moi je connais des gens qui font les imams, mais qui ne sont pas, si vous voulez, ils n'exigent pas un diplôme de l'Institut Razali. C'est parce qu'ils ont étudié à tel ou tel endroit, etc. Ils ont fait une formation complémentaire. Donc il y a quelque chose qui est du domaine du prestige ou de la reconnaissance populaire, tout simplement, en disant j'ai été formé à l'Institut Razali. Donc il y a quelque chose qui est du domaine de cette formation. Alors on l'a dit, les enseignants. Alors là, d'abord, il faut, à mon avis, il faut réfléchir quel enseignement. C'est un problème, il faut être prétentieux. Il y a l'enseignement de base, bien sûr, hadith, sira, le Coran, etc. Enfin bon, tout ce qu'on connaît comme étant les bases sur le fiqh, etc., etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est quoi l'enseignement maintenant pour un imam? C'est quoi la formation pour un imam, pour un cadre religieux qui va enseigner, qui va former des jeunes dans un pays où l'islam est minoritaire, où la religion n'est pas la religion d'État? C'est quoi? Parce que déjà, en soi, ça, c'est toute une chose. C'est quoi? Parce que c'est un milieu où effectivement les gens vont être en interférence sociale avec les musulmans, avec d'autres religions, etc.
C'est-à-dire qu'on a créé finalement, et moi j'assume peut-être une part de responsabilité, à l'époque où avec Raffarin on a monté ça, c'est de dissocier l'aspect, si vous voulez, comment dire, formation des sciences islamiques proprement dit, hein, qu'on dit traditionnelles, qu'on peut acquérir dans n'importe, enfin, dans tout endroit, dans tout islamique, et il y en a dans le monde musulman digne de ce nom, et la partie de ce que, effectivement, qui nous a amené à créer, moi que je parle en tant qu'étant membre à ce moment-là du bureau des cultes, de créer un diplôme complémentaire que beaucoup de gens interprètent comme étant un diplôme de formation de manière à être imam ou à être religieux. Pas du tout. C'est un diplôme complémentaire à l'époque que nous avons créé. Pourquoi? Pour dire que ces gens ne sont pas forcément à même de comprendre la société française, donc il faut qu'ils aient des formations complémentaires. Mais ça n'avait rien de religieux. C'est simplement pour les aider. Mais je me suis dit, mais après tout, oui, mais alors, si par exemple, je vais prendre un exemple très concret, l'enseignement du fiqh, dans l'enseignement du fiqh, etc., vous enseignez par exemple l'héritage selon le droit musulman. Pourquoi? On est en France et le droit, il est fait ainsi tel. Alors après, il y a des hiyal, je ne sais pas comment on appelle ça, qui font que vous pouvez, en tenant compte du droit français, hein, de l'héritage, non pas le détourner, ce n'est pas du tout ça, le réinterpréter, dire eh bien, entre nous ensuite, de manière contractuelle, on va adapter. Pourquoi pas? Ça, c'est pas, vous avez le droit. Hein. Mais le problème, c'est que si vous dites à quelqu'un qui est formé, voilà, le droit de l'héritage, c'est ça, on a un problème. C'est-à-dire, ce n'est pas le droit musulman qui pose problème. C'est la manière dont vous l'interprétez, dont vous allez l'enseigner, dont vous allez effectivement... voilà, et ça, j'en ai discuté avec des responsables de l'Institut, par exemple, de l'IESH, longuement, par rapport, je prends cet exemple du droit de l'héritage. Oui, mais il y a possibilité de trouver, effectivement... Donc, il y a tout un mouvement, si vous voulez, qui est à faire, mais qui ne concerne pas que la France. Hein. Moi, j'en avais discuté avec le recteur adjoint de l'université de Sarajevo. Ils ont cette question aussi qui se posait parce qu'eux, ils ont créé de toutes pièces. Alors, au Sarajevo, ce qu'ils ont fait, ils ont créé l'Institut donc en 90, et puis ils ont fait appel à l'Arabie Saoudite, s'est proposé pour leur envoyer des enseignants. Bon, au bout de 10 ans, ils ont compris que c'était pas bon. Bon, mais la Suisse, dans un premier temps, c'est le problème. Donc, on en a discuté au niveau européen avec les Espagnols, les Hollandais, les Français. Alors, les Hollandais, par exemple, ils ont fait ce système. Alors, eux, c'est intéressant parce qu'ils ont une tradition islamologique de très haut niveau, hein, les Hollandais. Ah bah, c'est vrai. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont à fait? cause de l'Indonésie. L'Indonésie, oui. Mais ils ont vraiment des gens... bon. Et alors, ils ont créé un institut, mais qui était un institut d'islamologie, hein, qui n'était pas autre chose, en faisant venir des gens qui étaient C'est là où Harkoun a enseigné à un moment, non? À un moment, il était à Leyde plutôt, je crois. Oui, en dehors de... possible. Mais en tout cas, bon, c'est intéressant. Tout de suite, les organisations islamiques, enfin, les mosquées, etc., enfin, tout ce qui était un peu les fédérations représentatives, ont protesté. On dit, mais non, c'est quoi ça vous... D'abord, il n'y a pas un seul musulman dans votre structure, et en plus, vous faites de l'islamologie, mais ce n'est pas ça. Donc, les Anglais et les Allemands sont peut-être plus avancés. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Nous, on est de quoi plus gênés par le fait que même qu'on s'interdit, et c'est normal, la loi est faite, hein, c'est fait. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pourrez avoir jamais, et moi je parle de l'illusion strasbourgeoise, hein, vous ne pourrez jamais avoir un institut de formation des cadres religieux, un institut de sciences islamiques, qui pourrait être du même niveau que par exemple que l'Institut protestant du 14e, qui est quand même, oui. Bon, non, c'est les musulmans eux-mêmes qui peuvent le faire. La loi est faite comme ça. Alors je sais, c'est pas commode, mais la loi est faite comme ça et le principe de laïcité, là, il s'applique. Mais il faut permettre que ça se fasse. C'est-à-dire, la loi, c'est aussi permettre que ça se fasse, qu'effectivement, il y ait quelque chose, des lois, comme disait Sadek, c'est vrai qu'il faut permettre à des cadres d'enseigner, qu'effectivement, il y ait tout un système qui permette de former ces cadres. Et non pas... et là, il y a un problème, parce que les relations, par exemple, hein, bon, ça va un peu mieux, mais les relations de la plupart de ceux qui détiennent les bourses de l'islam de France, pour faire court, hein, avec ce qui aurait pu être une élite dans un institut,
Bon, bah, pour eux, effectivement, ça n'a pas été l'histoire des différents instituts. C'est pas glorieux par rapport au salaire qui était versé à leurs enseignants. Bah, ils n'ont jamais acquis un statut vraiment très intéressant. Mais si vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y a il y a un institut catholique, il y a un institut de théologie catholique, un institut de théologie protestante à Strasbourg. Bon, mais moi je vois le dernier discours qui a été fait par leur président, enfin qui était président de l'université, c'était une partie à Strasbourg, qui disait, bon ben, il parlait, effectivement, c'est quelqu'un qui parlait d'une chose, de quelque chose qu'il avait contrôlé, dominé. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans l'enseignement du fait religieux, etc. Nous avons intégré, nous sommes suffisamment forts sur les sciences, la théologie catholique protestante. Nous pouvons intégrer, comme nous sommes dans un institut d'État, un certain nombre de matières, des choses enseignées à la manière. Moi, j'écoutais, c'était fasciné, parce que dans le fond, il ne parlait pas comme s'il était parlé dans un institut de formation des pasteurs ou dans un séminaire catholique. Hein. Il avait intégré effectivement cette dimension, hein, enfin, de ce qui serait l'islamologie. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un institut, exactement, hein, avec des musulmans, qui ait intégré toute l'islamologie. Non pas qu'il puisse égaler les islamologues qui soient, mais qui soient avec des enseignants qui aient en même temps intégré tout ce qui sont les progrès de l'islamologie et faire la part des choses par rapport aux sciences islamiques, etc. C'est-à-dire, en fait, le divorce, c'est pas entre l'Occident et le monde musulman. C'est que le monde musulman, il a sa richesse, il produit, etc. Mais c'est dans la confrontation, la disputation avec, comme on dit, avec les endroits où ça peut se passer, comme c'est passé au Moyen-Âge avec les universités. Et c'est plus que nécessaire, hein, à l'intérieur de l'espace occidental, je dis occidental, sous-entendu celui où les musulmans sont minoritaires, parce que les musulmans eux-mêmes sont en demande très forte. Ils sont en demande très forte, les musulmans. Alors, tous, tu les connais, ils deviennent mystiques, évidemment, on met en avant tout ce qui est un petit peu le côté radicalisation, mais il y a toute la richesse de ces gens qui veulent accéder à l'islam, à la connaissance de l'islam, mais qui ne savent pas comment aller. Alors moi souvent on me dit mais où c'est qu'il faut que j'aille, etc. Mais parce qu'effectivement il y a un endroit qui manque. Mais ce n'est pas la faute des musulmans, parce que vous ne pouvez pas en 30 ans quand même refaire une histoire de 1000 ans. Il y a eu des échanges. Quand même, l'islam a nourri quand même l'Occident, il faut le dire, avec Averroès, avec les traductions du temps des Abbassides, etc. Et c'est ça qui a relancé, qui a créé effectivement ce que Thomas d'Aquin c'est les sommes théologiques de Thomas d'Aquin, etc. C'est une histoire. Il faut le réintégrer dans l'ensemble, si vous voulez. Et là, il faut penser. Alors après, bon, ça c'est très théorique. Pratiquement, ça veut dire quoi? C'est quoi comme c'est des questions qui se posent aux imams tous les jours. Croyez-moi, il y en a des questions. Hein. Cher, qu'est-ce que je dois faire dans tel cas, dans tel cas? Mais ils sont un série de questions qui dépassent la base de leur enseignement. Il faut qu'ils soient, non pas, ils n'ont pas besoin forcément d'aller se nourrir à une dal fatwa française pour savoir, mais ils ont besoin quand même d'avoir des éclaircissements, des grands textes. Alors, il y a des gens en France qui quand même réfléchissent. Alors bon, on cite le cas de Tarek Oubrou, par exemple, qui est quelqu'un qui est tout à fait intéressant. On peut ne pas être d'accord, mais au moins, lui s'y est coltiné, il s'est accroché, il a dit « je vais essayer de réfléchir ». Il a fait 2 ouvrages il n'y a pas très longtemps, où effectivement, voilà, sur telle question. Alors évidemment, des fois, c'est un peu, on dit c'est pas simpliste. Ça paraît, il répond à des questions qui paraissent simplistes, mais qui sont effectivement très importantes. Hein, parce que, en même temps, vous devez, pour voir un petit peu ce qui circule chez les jeunes, en même temps, c'est vrai, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut aller voir TikTok, hein, chaque fois sur certains sites précis. Et je peux vous dire que c'est ça qui nourrit, hein, aussi une pensée prête à jeter, malheureusement, mais etc., qui est très prégnante. Il faut savoir d'où vient cette imprégnation, hein, qui pensent être religieuses, mais qui sont pas, qui empruntent de la mode, qui empruntent de choses. Et c'est vrai qu'il y a une déculturation des jeunes musulmans, hein, en particulier. C'est pour ça que la salafisation gagne. Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont attirés par l'extrémiste, mais non.
C'est simplement parce que ça occupe un espace vide, tout simplement. C'est ça la question. Si vous avez une offre d'islam qui effectivement est assurée de manière sereine, riche, nourrissante pour tous ces jeunes, ben, vous n'aurez pas des jeunes qui auront besoin de dire ah ouais, mais il faut mettre la baya ou il faut mettre la. Ben, je sais pas, j'ose même pas dire toutes les stupidités qui peuvent se dire, qui effectivement pour un musulman à peu près équilibré, dire mais d'où ça sort. Mais c'est pas l'extrémisme qu'ils vont chercher. Parce que celui-là, pour le néo-salafisme, ce qu'on appelle ça néo-salafisme aujourd'hui, qui s'est rasséréné, bon, depuis après les attentats, tout ça, on assiste à une espèce d'effet de néo-salafisme qui est la conservation que finalement le wahhabisme, par exemple, c'est toujours là, c'est quand même la base. Oui, mais bon, finalement, hein, al-wala ou al-bara, oui, mais enfin, bon, il faut discuter quand même hein, là où on est. Donc, il y a une espèce d'adaptation du salafisme dans les sociétés occidentales. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et donc, du coup, mais c'est quoi? C'est du bricolage. C'est du bricolage. Vous avez des personnalités, les prêcheurs du net, qui sont jusqu'à 400 000, 500 000 followers. Celui qui est le plus célèbre, je ne dis pas son nom, qui s'est réfugié à Dubaï, bon ben, mais attendez, vous dites, mais c'est pas possible. Ben, c'est quoi? C'est des principes de morale. Hein, c'est vrai que n'importe qui peut diffuser, etc. C'est même pas nourri par une pensée riche. Alors, il y aurait pas, alors quoi? Il y aurait une pensée intellectuelle, savante, d'un côté, et une pensée populaire qui, elle, peut parler aux jeunes musulmans. Non, tout simplement, c'est pas possible. Il faut qu'effectivement, ça, c'est une dimension qui est importante à donner à des cadres musulmans qui vont être appelés ensuite les imams. Mais vous savez, il y a beaucoup d'imams, les Chibaniers en particulier, qui viennent du bled et tout. Souvent, on les moque. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui ont appris à connaître toutes ces populations, qui sont capables de répondre. Moi, je vois je l'ai dans mes étudiants, des gens qui reviennent un peu et qui me disent, tiens, telle question, telle question, telle question. Ils savent très bien. Ils sont complètement inscrits dans la République française, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils se disent comment il faut faire, et ils ont appris. Ils n'ont pas des recettes, mais ils ont appris. Mais tout ça, c'est du savoir accumulé, mais qui n'est pas, à un moment, il faut le formaliser, il faut faire des revues, il faut arrêter, effectivement, d'avoir sans cesse ces espèces de petites publications là, qui sont triées pour les enfants que l'Arabie saoudite nous envoie régulièrement. Vous avez comment tu dois être un bon musulman, etc. C'est ces choses-là qui sont les choses de tous les jours. Et là, là, je pense que c'est les musulmans eux-mêmes, et c'est vrai que toutes les parties prenantes, y compris les non-musulmans, y compris l'État, c'est dire non, c'est les musulmans eux-mêmes. L'État ne pourra jamais, à aucun moment, se substituer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la loi de la laïcité, en tant que loi, c'est son avantage. C'est le fait de ne pas se substituer et de l'impossibilité de se substituer au contenu pédagogique qui doit être donné pour enseigner les jeunes musulmans. Mais bon, moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Bon, on est dans une période creuse parce qu'effectivement, pour des différentes raisons qu'on a énoncées précédemment, c'est pas très joyeux. Mais je pense que là, effectivement, il y a quand même un terrain, le net. Alors, il ne faut pas commencer à dire on va envahir le net, on va créer des tas de sites où lequel on va dire le vrai islam et tout. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas là que ça se passe. Mais c'est effectivement envahir tout ce qui est dans la communication, ce qui est possible, pour diffuser les choses, d'y penser. Moi, ce n'est pas mon boulot. Et puis, d'un point de vue culturel, il y a une chose qui est très importante, fondamentale, c'est que les musulmans apprennent à être de ce pays. C'est-à-dire, culturellement, dire, bon, bah, alors vous allez dire, j'ai parlé du cas d'Averroès, de la transmission hein, au Moyen-Âge latin, hein, de tout ce qui est l'apport musulman, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Ça fait partie de l'écriture. Mais il y a l'histoire de l'émirat de Narbonne, moi, que j'ai étudié un petit peu. C'est formidable. Vous savez, je vous donne un exemple. Quand Charles Martel a arrêté, soi-disant, oui, il les a arrêtés, enfin, il y a eu la bataille à Poitiers. Bon, il les a poursuivis après, ils se sont poursuivis. Et puis il est arrivé, il va se réfugier à l'émirat de Narbonne, fatalement, hein, parce que c'est là qu'il y a le musulman. Ben, le comte de Toulouse, qui était l'allié de l'émir de Narbonne, il les a défendus. Vous voyez, c'est une histoire extraordinaire. Mais bon, on peut les multiplier, la manière dont les Ismaël Urbain, les Saint-Simoniens, dans le régime des Khedives d'Égypte,
quel rôle important ils ont joué. Bon, vous pouvez multiplier par 100, par 200 tous les exemples. Alors ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je pense à l'éditeur qui est à Argenteuil, là. Bon, ben, Oui. voilà, Héritage, oui. voilà, qui sort un certain nombre de livres, qui a une petite revue, etc. Alors c'est très hagiographique, hein. Bon, il y a ce côté un peu, bon, après tout c'est de la religion, donc moi je suis pas, mais bon, de rétablir, et ça effectivement, mais bon, là on touche un domaine qui est au-delà de l'islam, hein, qui est aussi, c'est quoi l'instruction civique et morale dans l'école, hein, alors, c'est pas remettre de l'islam ou du catholicisme ou quoi, mais c'est peut-être réfléchir, est-ce que les contenus sur l'instruction civile et morale sont vraiment ce qui correspond à ce qu'il faut faire pour, pour que les jeunes soient attirés pour revenir à un minimum de respect des valeurs républicaines. Je ne dis pas y adhérer complètement, mais au moins les respecter, de dire, bon, après tout, c'est bien d'être... Mais autrement, pour la région elle-même, c'est vrai que on est habitué, on attend, on dit, ben oui, mais l'islam, bon, c'est depuis les années 80 que les mosquées ont vraiment, ben, on a parlé de la loi de 1901 sur la possibilité pour un étranger d'être responsable d'une association, c'est 80, hein. Bon, c'est récent, mais plus on attend, plus on se dit, mais quand même, mais alors, oui, mais là, il faudrait. Donc, tous les atermoiements, et moi, je renvoie les Thaïs musulmans, moi, j'y étais, donc, et les musulmans, dos à dos, en disant, mais bon, voilà, il faut réfléchir, il faut voir. Voilà, moi, ce que je dis toujours dans les réunions, on m'invite, je dis, mais non, vous vous prenez en charge, l'État vous dit, il vous surveille, eh bien, faites en sorte qu'il ne vous surveille pas si vous ne voulez pas être surveillé. Bon, bah, voilà, il faut faire en sorte de produire. Mais bon, toujours réduire à une dimension sécuritaire d'un côté, dimension un peu de paupérisation misérabiliste, c'est pas forcément bon. Et puis en plus, c'est des élites qui sont. Mais dans le monde musulman, c'est vrai, dans le monde musulman en France, hein, c'est vrai que les élites, il y a tellement de gens qui sont dans des fonctions, dans des postes, qui sont des gens croyants, pratiquants et tout. Attendez, on n'est pas dans un état où il y a une déshérence de la part de ce qui peut nourrir un islam, si vous voulez, riche d'un point de vue éducatif, d'un point de vue, comment dire, caritatif, etc. C'est pas vrai. On n'est pas, on n'est pas. Il y a des problèmes par rapport au monde musulman, c'est vrai. Bon, c'est pas la peine de le nier. Il y a des questions, mais ça, c'est pas, on peut pas tout faire, non? Merci beaucoup, Monsieur Godard. Justement, une dernière question. Je pense que vous avez mentionné de manière très voilà, anecdotique, hein, les Oui, réseaux sociaux, les moyens de communication, donc la communication moderne oui, vis-à-vis finalement d'une déficience d'éducation et de connaissance vis-à-vis de ouais. l'islam traditionnel, hein. Je pense que là-dessus, si ça veut dire, comment voyez-vous justement cette coupure dans la transmission? C'est vrai que les premières générations de musulmans avaient peut-être acquis l'islam dans un certain nombre de circuits traditionnels, familiales, et qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de Français qui sont musulmans, comme vous l'avez mentionné, ont du mal à justement apprécier ce qu'est la religion, la pratique religieuse, la morale, la foi, la mystique, beaucoup d'aspects autour de justement de la connaissance religieuse qui aujourd'hui, dans ce monde-là où tout va vite, ça se ressent d'une manière assez fondamentale. Comment justement redonner du sens, hein, vis-à-vis de toutes ces questions-là et allez, comment vous voyez les mesures qu'il faudrait prendre pour pouvoir justement sortir d'un certain nombre de réalités, de radicalité, hein, et de repli, je dirais, identitariste ou identitaire d'un certain nombre de musulmans qui, par réaction ou par opposition vis-à-vis d'un certain nombre de réalités, on ne les nie pas les réalités, hein, et surtout d'un discours ambiant qui parfois est très très lourd contre les musulmans, se réfugient pardon, sur un certain nombre de questions vis-à-vis, enfin, avec un islam qui peut-être n'est pas un islam d'ouverture. L'islam en France, il a fait beaucoup de progrès. Il y a plus que des velléités d'ijtihad, il y a des ijtihad, mais qui restent dans ce qu'on appelle l'ijtihad al-muqayyid. Il y a l'ijtihad al-muqayyid, l'ijtihad al-mutlaq.
Muqayyad, c'est une casuistique. Tous les gens, même Tahar Qubrou, il sort un peu de la Oui. casuistique dans laquelle il nous a dit une fois qu'il a trouvé qu'on peut ramener le nombre de prières de 5 à 2. On l'aurait su depuis 14 siècles. Bon. Oui, c'est vrai. Bon. Mais il reste l'un des plus intéressants, mais il fait de l'ijtihad avec qui, lui? Moi, je ne l'ai jamais vu débattre avec d'autres musulmans. Non, mais c'est ça. Il débat avec les journalistes français, qui comprennent tout est nouveau pour eux. Mais l'ijtihad, ça suppose un débat entre musulmans. Parce que l'un des fondements de l'ijtihad, c'est ce qu'on appelle ijma', qu'on traduit par omnium, consensus omnium, qui ne veut pas dire l'unanimisme. Ça veut dire un débat. On voit toutes les facettes de la question et on se met d'accord sur la solution qu'on appelle aslah dans le usul al-fiqh. L'ijtihad al-mutlaq, c'est quand on se permet de sortir d'un madhab, alors qu'il y a des fuqaha qui interdisent de sortir du malikisme pour aller au hanifisme. On a un précédent dans l'histoire coloniale, le Code Moran. Oui, le Code Moran a été préparé pendant 11 ans ou 12 ans, mais en l'empruntant au hanifisme et en s'inspirant de l'anglo-mohammédien law, où les Britanniques ont été en avance, mais le gouvernement Clémenceau, après la guerre, on a renoncé à ces audaces-là pour ne pas choquer les confréries avec lesquelles le système colonial, qui était très traditionnaliste. Donc voilà encore une autre occasion manquée. Cette commission était extraordinaire. On avait Morand, qui était doyen de la fac de droit d'Alger, des qazis, de bons spécialistes, etc. Et puis, ça mérite d'être réédité. Lacoste a essayé de reprendre ça en 1957. Puis après, bon... Il est édité, le Code Moran, mais enfin, il n'a pas la totalité du texte. Oui, il y a un côté casuistique aussi. Or, le vrai ijtihad, c'est au sens de la formation de l'esprit. C'est-à-dire sortir par exemple, le fait d'enseigner les lois successorales, ça ne signifie pas qu'on va les appliquer. Absolument. Mais pour voir quel il faut un discours pour mais la subtilité, l'intelligence avec laquelle ça a été fait, les fractions, etc. C'est-à-dire la vigueur intellectuelle qui était derrière toute cette production. Or, l'histoire c'est les DU là, qui ont été décidés. Les DU, diplôme universitaire, oui. Les DU, moi, je m'interroge jusqu'à maintenant. Parce qu'avant les DU, à l'Institut Al-Ghazali, il y avait Lauchamp, il y avait toi, et il y avait le type très sympathique qui venait de l'Institut catholique. Rouels, oui. Claude Rouels. Oui. Donc, il y avait une cohabitation dans les mêmes locaux. Après, on a fait un repli communautaire. Vous étiez partis, puisqu'on dit que les étudiants vont aller au DU, alors que vous faisiez mieux que les DU, vous. On était dedans. Oui. Et alors, les DU, moi, j'ai les étudiantes qui ils m'ont dit on a des profs islamophobes, je ne cite pas les noms, qui faisaient de la provocation. Il faut enlever le hijab, etc. Et puis après, les étudiants, parce qu'il y a beaucoup qui ont cru qu'avec le DU, il allait être recruté aumônier. Puis il n'y a rien du tout. Les recrutements se font selon des critères régionaux. Ah ben c'est les religions elles-mêmes. L'État ne peut pas recruter. Non, mais l'aumônier pénitentiaire, il recrutait les gens de sa région d'origine. Oui. Il refusait tous les autres. Donc là, on revient au problème islamo-musulman. Oui. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je reviens à cette recommandation de Berck. Il a dit il faut d'abord la formation de l'esprit. Créer un institut, les problèmes ne vont pas être réglés sur le lendemain, mais après on aura des gens qui ont... Parce que le CORIF, l'Istishara, le CFCM, ils ont, comme le proverbe chinois dit, on peut dormir dans le même lit et faire des rêves différents. Ils étaient pendant 20 ans ensemble, mais ils n'ont pas de pensée commune. Non. Ils viennent avec des arrière-pensées, et quand le ministère ne les appelle plus, ils n'existent plus. Et donc, est-ce qu'on arrive à mettre fin à... C'est-à-dire, Ben Mansour, par exemple, il a essayé de regrouper le CORIF.
après son renvoi par Pasqua, mais personne ne voulait venir. Et le Chevènement, ici, dans ce texte-là, dans ce numéro de l'Istishara, il est question du rôle de l'État comme facilitateur. Oui. Qui propose ses bons offices aux musulmans. Mais évidemment, ce n'est pas à l'État de définir les contenus de foi. C'est-à-dire qu'il ouvre, il décomplexe les musulmans. Les musulmans avaient peur. Le ministère de l'Intérieur, c'est comme le ministère de la Police, avec lesquels les mosquées avaient des difficultés, puis ils sont reçus. Donc ça a un effet psychologique. Et surtout, l'interview de Jox, la une du Monde, quand il a créé le Corif, ça a déplu à tous les politistes sécuritaires. Quand il a dit les immigrés finiront par faire souche, les immigrés musulmans, comme toutes les autres immigrations, il suffit un peu de patience. Moi, je me souviens des après-messes à la mosquée. À l'époque, on disait qu'il n'y a pas d'opinion musulmane. On s'est aperçu qu'il y a une opinion sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'affirme qu'il y avait une opinion musulmane très vigilante et qui voulait être informée. Il suffisait de venir à la mosquée le vendredi après-midi, dans les cafés alentours. C'est ce que les cathos appellent l'après-messe, les discussions à la sortie de la messe. Alors, à la sortie de la prière du vendredi, ça dure jusqu'à la Salat al-Asr. Et donc, moi, je peux vous dire, les sénateurs, les anciens élus, les anciens caïds qui venaient à la grande mosquée. Quand j'ai raconté à Harbi, il me dit « Où est-ce que tu sais ça ?» Par exemple, le type de Tébessa, à cause duquel l'os a été découverte en 1950, il faisait ces 3 prières tous les jours à la mosquée. Harbi me dit « Mais j'aimerais bien le voir. » Je lui dis « Mais il n'a pas du tout qu'on lui parle de ça. » Alors Harbi s'est mis à dire à Paris 8, si vous voulez enquêter sur le nationalisme algérien, il faut aller à la mosquée le vendredi, tous les anciens communistes reviennent à la prière, etc. Et c'était vrai. C'est là où il y avait les tensions avec la direction de la mosquée. Par exemple, quand on voit le niveau intellectuel de Hamza Boubacar, moi je considère sa traduction comme l'une des meilleures, peut-être la meilleure, et son traité de théologie moderne, qui règle tous ces problèmes-là. Lui, c'est un agrégé d'arabe formé par les orientalistes, mais il a décrit l'orthodoxie musulmane sunnite des Al-Sunnah ou Al-Jama'a compatible avec la laïcité. Malgré 20 ans de fonctionnement de l'Institut Al-Ghazali, les contenus du traité de Hamza Boubacar ne sont pas encore enseignés. Parce qu'il n'y a aucun enseignant. Voilà. Il y a quelqu'un, je ne cite pas son nom, qui était chargé, qui s'est proposé pour faire la causerie avant la prière du vendredi, sous prétexte qu'il était bilingue. Parce que Raïs, avant, paix à ses cendres, il est mort, Raïs. Le Hussein Raïs, c'est un nom de famille. Il lui a pris sa place sous prétexte qu'il, lui, il est bilingue. Or, on voyait qu'il avait des papiers comme ça et qu'il lisait, c'était de très bon niveau. Et on s'est aperçu qu'à chaque fois, c'était la photocopie d'un chapitre du traité de Cheikh Hamza. Mais à l'Institut, il n'a pas encore droit de citer, parce que le niveau des enseignants n'est pas élevé à ce point. Ah oui. Or, Hamza, bon, il avait les moyens de s'instruire. Moi, je considère que son impopularité, Dieu lui pardonnera sans doute à cause de cet apport. C'est ce qui fait que Dalil, moi, quand il me consultait, je lui dis, il faut relire, il l'appelle Sidi, lui. Je lui dis, il faut lire la prose de Sidi. Ce qui n'est pas. Alors, quelle est la référence de son successeur? Est-ce que son successeur a un père qui a traduit le Coran? Quelles sont ses références pour s'améliorer? Parce que ça fait 3 ans. Vous savez que Boumedienne a dit il faut attendre 3 ans pour porter un jugement sur un ministre. Or, on a un recteur qui a 3 ans. Maintenant, on a le droit d'esquisser un premier bilan. Et le bilan, c'est le juger du point de vue de la légitimité religieuse. Et le tort du CFCM, c'est qu'après le rôle de facilitateur, le CFCM n'a pas fait un seul effort pour devenir un jour une autorité religieuse reconnue. Non, mais ça s'est posé dès le départ. Moi, j'ai assisté à la première réunion. Première question, qu'est-ce qu'on fait sur le plan théologique? Pour résumer,
Bon, alors là, ça a été le tollé général. Chacun euh, était dans son précaré en disant non, 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 c'est une structure légère, hein, qui doit nous permettre d'évoquer des sujets matériels, des sujets de minimum vital, etc. Mais pas question Les qu'on tapis, les rentre dans le... micros, etc. Le côté Oui, matériel du culte. alors, c'est quand même paradoxal, parce que quand vous prenez l'Assemblée des Européens, des évêques orthodoxes, alors, je peux vous dire que bon, c'est toute une histoire, hein. Bon, eh ben, vous avez dans la même structure en France le numéro 1, puis vous avez le patriarche de patriarcat de Roumanie qui est représenté, le patriarcat de Serbie qui est représenté. Ils sont tous ensemble. Et pourtant, Dieu sait si, effectivement, quand les problèmes qu'il y a pu avoir, mais ce sont des églises, je le redisais, des églises autonomes. Mais pourquoi alors, pour l'islam, qui est encore quand même, dans le sunnisme qui correspond quand même quelque chose de... C'est encore plus fort. Disons que l'union des musulmans dans le monde, elle est plus forte que celle des orthodoxes d'un point de vue structurel, hein, que celle des orthodoxes. Les orthodoxes s'entendent, mais bon, là, je pense qu'on touchait effectivement à dont on parlait au début. C'est quoi être imam? C'est quoi être musulman dans un pays occidental? Non parce qu'il est occidental, il est majorité chrétienne ou autre, c'est pas tellement ça. Simplement qu'il n'y a plus l'appareil d'État qui est, comme dans les pays musulmans, là pour... parce que c'est le cas, les pays musulmans. Alors pour le coup, il n'y a pas de clergé dans les pays musulmans. On peut dire que depuis 20-30 ans, on se demande s'il n'y a pas un clergé, justement. Ah bah, au sens sociologique, on a toujours eu. Non, mais Et moi, tous j'ai les un pays autre, musulmans, hein, très clairement. moi, j'ai un autre critère. Il y a au Maroc, pendant le Ramadan, ce qu'on appelle Doros al-Hassaniya. Ouais. Parce que ça a été introduit Oui. par Hassan II, Ouais. qui assistait à tous les soirs et corrigeait les fautes d'arabe. Hassan II n'était ni un intégré, il était très moderniste. Oui, C'est lui qui a repris Alain Duhamel quand ils ont été l'interroger à Marrakech. Il lui a dit quel est votre point de vue sur le voile coranique? Il lui a dit vous êtes sûr qu'il y a un voile coranique? Moi j'ai lu le Coran, je n'ai pas trouvé. Et il l'a repris comme ça. Or, le plus instruit des membres du CFCM, qu'il soit coopté ou élu, a des difficultés à se faire inviter comme auditeur au Doros al-Hassaniya. Personne n'est en mesure. À l'époque, moi je me souviens, entre Béchari et Moroun, Béchari il avait les faveurs d'un ministre, il l'invitait et Béchari s'arrangeait pour être devant la caméra. Or, à Ivry, on le voit, il dit et moi aussi, il faut m'inviter pour que je sois vu parmi les. Mais jusqu'à maintenant, l'islam dit de France n'a pas produit quelqu'un qui puisse parler comme l'exigeait Hassan II. Alors qu'on a le système éducatif le plus performant du monde en France, les bibliothèques. Ah si, sur le voile, si. Il y en a un qui a toujours été constant, c'est l'Africain, Hassani Fassassi, le représentant des Africains, qui a toujours été très clair là-dessus, sur l'affaire du voile. Il s'est d'ailleurs il s'est opposé à la plupart, à la majorité. Daïl Boubaker, ça n'intéressait pas. Bon, je suis désolé, donc il n'en parlait pas. Si, l'Africain. Bah, Fassassi, il parle arabe mieux que le recteur actuel. Oui, c'est vrai qu'il était très bon arabisant. Oui. Non, on a un bilan assez décevant, mais évidemment, il y a moyen de rebondir parce que moi, les étudiants, je dis, je vous signale que vous avez Paris 3 juste à côté, il faut traverser la rue, aller à la bibliothèque là-bas. Il y en a qui le faisaient, mais le directeur de l'époque, il dit, je vais vous débrouiller une carte du restaurant, une carte depuis rien n'est fait. Il y a une sorte de fuite en avant. Et ça suppose une microsociologie des bureaucraties à structure clanique. Parce que, voilà, encore du côté, toujours moi j'interpelle les autorités algériennes. Quand il y a un converti qui a besoin d'un certificat de conversion, l'Algérie ne reconnaît que 3 mosquées. Paris, Lyon et Marseille. Alors qu'il y a, je crois, 2700 salles de prière. Pourquoi les refuser? C'est pour renflouer les caisses de la mosquée de Paris? Pour obliger les gens à venir de Bretagne ou de Montélimar parce qu'ils les font payer. Sans parler de ce qu'on leur propose en matière de mariage, etc. Moi, j'ai envoyé des gens
pour avoir un certificat de mariage, on lui ouvre un album photo pour lui proposer de le marier. Quelqu'un m'a dit, il y il a y a d'autres une mosquées qui font agence ça. matrimoniale clandestine, Oui, non, mais... oui. parce que les deux conjoints versent rien. Il y a le côté, les à-côtés financiers de la vie Oui. culturelle. Qui existe dans toutes les religions. Non, Oui, c'est non, pas- non, mais l'Église, bon. l'Église a des comptables, des contrôles, pas à ce Non, mais point. la Donc, mosquée, c'est pas le pire, la mosquée de Paris. Ouais. oui, non, moi j'interpelle l'Algérie. Ouais. Pourquoi il n'y a que 3 mosquées? Ah oui, mais ça c'est différent. D'ailleurs, sur la viande halal, maintenant, les autres mosquées ont été zappées. Le dernier contrat sur Oui. l'importation par le ministre du Commerce algérien de la viande halal, il n'y a qu'une seule mosquée qui est habilitée à donner le label. Ça date de 3 jours. Oui. Donc, notre ami Qoptan va aller faire le voyage à Alger pour demander des explications. Alors, merci beaucoup, parce que bon, on a beaucoup parlé Oui. d'islam en France. On peut encore en parler pendant des heures et des heures. Je pense qu'on a parlé de certains aspects, d'autres aspects peut-être sur le radicalisme, sur... Non, le radicalisme est une conséquence des difficultés que nous avons. Oui, Si ces difficultés on est sont d'accord. traitées, il y aura moins de radicaux. Il y en aura toujours, parce que le terrorisme et le radicalisme, c'est des régions. C'est pour ça que moi, je recommande la lecture du livre de Primakov, qui était traduit du russe, qui est, paraît-il, très lu en Algérie en ce moment. Le fondamentalisme au pluriel, il commence par l'affaire palestinienne, puis le fondamentalisme n'est pas l'extrémisme, le radicalisme ne conduit pas au terrorisme nécessairement, et c'est tout en nuances. Absolument, Oui. absolument, mais c'est des questions extrêmement intéressantes qu'on abordera peut-être dans d'autres émissions. En tout cas, Ouais. cette émission nous a permis d'aborder beaucoup de sujets fondamentaux sur la réalité de l'islam, sur l'enseignement, sur le financement, sur l'organisation, sur la difficulté justement de construire de manière assez citoyenne, autonome, ce qu'est l'apport des musulmans, en tout cas la richesse de la construction de ce que peut être une certaine vie musulmane en France. Et donc voilà, je pense qu'on aura d'autres occasions de débattre sur ces aspects-là. Merci beaucoup, Monsieur Merci à Bernard vous. Codard, pour avoir répondu à notre invitation. Il y aura d'autres occasions pour parler de ces aspects-là. Merci beaucoup, Sader Salem, pour votre participation. Et il y aura d'autres émissions pour peut-être commenter cette émission-là, mais aussi pour parler d'autres aspects, notamment un aspect majeur dans la vie aujourd'hui, c'est ce qu'est la relation entre la religion et la politique. On a parlé de relation entre la religion et la politique dans l'islam, mais aussi peut-être la relation entre la religion et la politique dans la laïcité, hein, ce qui est paradoxal, et donc de voir de quelle manière les sociétés réagissent aux faits religieux et à des réalités politiques. Sur ce point-là, on peut démontrer très facilement que l'islam est la religion qui a le moins de problèmes avec la laïcité. Ah bah, ça sera l'occasion d'une plusieurs autres émissions, puisque Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça, Olivier mais en tout Carré, cas. là, oui, ouais. la thèse. non, quand on a le prophète qui refuse de faire de la Mecque sa capitale, il distingue entre capitale politique et il Ah nomme, oui, c'est la laïcité en tant que principe politique, oui. oui, et il nomme un responsable administratif et politique, Oui. et il nomme un chef religieux non rémunéré. Donc il sépare les deux fonctions. C'est une question fondamentale. Le chef religieux non rémunéré, c'est un peu les azaba de Radaya, qui sont rémunérés par leur famille. Donc, c'est des questions importantes et je pense qu'on aura l'occasion Dans le règlement de Azaba, parce qu'ils sont 11, il est déconseillé de fréquenter les marchés. Parce que les marchés, on peut être soudoyé, on peut être attiré par les transactions. Or, à la mosquée de Paris, pendant le Ramadan, on a le commerce qui rentre dans la salle de prière. Sur cette note très ramadalesque, nous allons clôturer notre émission. Merci beaucoup et à très très bientôt.